Bonjour, je suis Meryl Manoukian, je suis kinésithérapeute sur Bordeaux et je suis spécialisée dans la rééducation des apnées du sommeil de l'adulte et de l'enfant. Donc effectivement, ce qu'on sait avec la littérature, c'est que respirer par la bouche, c'est pas anodin et notamment, on voit un risque 5 fois supérieur de présenter un trouble respiratoire obstructif du sommeil quand on respire par la bouche. Pour plein de facteurs différents, mais déjà la bouche ouverte la nuit va favoriser le recul de la mâchoire et le recul de la langue et donc les obstructions. Ça favorise aussi, ça augmente les résistances respiratoires et on sait que plus on a d'efforts respiratoires la nuit, plus les voies respiratoires ont tendance à se boucher. Donc c'est un des premiers facteurs sur lesquels on va essayer de jouer pour stabiliser notamment les voies respiratoires des petits patients durant le sommeil. Alors c'est vrai que chez l'enfant, il y a un vrai cercle vicieux qui s'installe très rapidement et qui part souvent d'une obstruction du nez régulière. Tous les enfants ont le nez bouché les 3 quarts de l'année. Si on ne leur apprend pas à se laver le nez, si on ne les stimule pas à se moucher, ce nez bouché régulier va les amener progressivement à respirer par la bouche, d'abord de façon occasionnelle et puis de plus en plus. Et une fois qu'on doit respirer par la bouche, la conséquence que ça a au niveau morphologique, c'est que la langue doit se placer en position basse à l'intérieur de la bouche. Or, normalement, la langue se situe au palais et c'est ces appuis répétés de la langue au palais qui stimulent la bonne croissance du visage. Et donc, chez les enfants qui respirent par la bouche, notamment par la langue basse que ça va imposer, on se retrouve avec moins de stimulation de la croissance du visage. Et donc, leur boîte osseuse devient petite, ne grandit pas suffisamment. Et comme les tissus à l'intérieur, les amygdales, les végétations vont prendre aussi souvent beaucoup de place de par les inflexions à répétition, on se retrouve entre une petite boîte et puis un gros contenant à l'intérieur. Et c'est ça qui se fait le lit, notamment des obstructions pendant la nuit. Donc c'est vrai qu'un des points clés sur lesquels on insiste, c'est que si on veut prévenir les troubles respiratoires obstructifs, notamment chez la population des enfants, alors un simple nez bouché est quelque chose à prendre en charge à tous les niveaux. Se moucher, c'est pas inné. On sait tous éternuer, mais moucher, ça s'apprend. Ce qu'on sait aussi, c'est que généralement, si on laisse les choses se faire, on sait se moucher environ vers 5 ans. 5 ans, quand on présente des problèmes respiratoires, c'est beaucoup trop tard, puisqu'on cherche à justement stimuler cette croissance faciale. Et la croissance des enfants, elle est très importante dans les 2 premières années de vie. Donc l'idéal chez ces enfants-là, c'est d'avoir un vrai apprentissage du mouchage le plus précoce possible. Ce qu'on sait, c'est que finalement aussi se moucher par les 2 narines, c'est aussi efficace que par une narine. Donc déjà d'apprendre vraiment à l'enfant à souffler efficacement par le nez, ce sera quelque chose d'important. Et globalement, l'idéal, ce serait de leur apprendre autour de 1 an et demi, 2 ans. À 2 ans, un enfant, il doit pouvoir savoir souffler efficacement par le nez. Et pour ça, il y a plein de petits exercices qu'on peut leur apprendre à faire. Mais déjà au niveau des parents, ça peut être de les stimuler à faire des bulles par le nez. Vous achetez des petits appareils à bulles que vous avez pour tous les anniversaires et au lieu de le faire par la bouche, vous leur apprenez à souffler pour faire des bulles par le nez. Ou vous prenez un petit miroir sous le nez, on fait de la buée, tout ce qu'on appelle nous en rééducation le feedback, c'est-à-dire que l'enfant se rende compte que l'air sort par le nez, c'est quelque chose qui va être important. Et puis du coup de penser à stimuler ce nez. L'olfaction, c'est un de ses premiers rôles, donc tout ce qui va être l'auto des odeurs, sentir les aliments, respirer les odeurs, c'est des choses qui vont stimuler la fonction et c'est vraiment quelque chose qui va amener les enfants à réintégrer leur nez dans leur habitude. Donc si on se situe au niveau de la prévention, le rééducateur, il a la place d'un professionnel de santé. Il a une place dans la prévention qu'on dit primaire, c'est-à-dire en fait de communiquer justement sur cette importance auprès des parents, auprès des crèches, auprès des écoles, l'importance de l'hygiène nasale, l'importance du mouchage, l'importance du fait qu'un enfant qui respire par la bouche, c'est pas anodin et ça va avoir des conséquences. Donc ça, c'est notre premier rôle, de diffuser cette information pour rendre le patient et la population consciente et leur permettre de changer leurs habitudes. Ensuite, on a un deuxième niveau, parce qu'il y a un niveau de prévention qu'on dit secondaire, et là, c'est quand on sait qu'on a une population à risque, et c'est vrai que moi, en tant que rééducatrice, dans ma patientèle, je vais avoir une population à risque parce que j'ai des enfants qu'on m'adresse pour asthme, pour problèmes respiratoires, et cette population, elle sera à risque de développer des apnées. Donc, dans cette population-là, je vais avoir un rôle vraiment de dépistage précoce, de penser à moi-même à poser ces questions-là chez un enfant asthmatique. Est-ce qu'il dort bien? Est-ce qu'il n'est pas cerné? Est-ce qu'il ronfle? Parce qu'on peut être asthmatique et apnéique. Et puis quand il s'avère que j'identifie des facteurs de risque, un enfant qui a une tétine encore trop tardivement, on sait que c'est un facteur de risque de respiration buccale et donc d'obstruction pendant le sommeil. Un enfant qui prend encore le biberon tardivement, un enfant qui est bouche ouverte. Quand je vais identifier ces facteurs de risque, je vais essayer justement de les lever le plus précocement possible pour permettre une bonne croissance et pour permettre de rétablir des bonnes fonctions, dont la respiration est la première. Mais une bonne respiration, c'est ce qui va nous permettre d'avoir une bonne mastication, une bonne déglutition, une bonne phonation. Ça, c'est ce qu'on appelle les fonctions orofaciales dans le jargon kiné. Mais en gros, c'est toute l'activité musculaire du visage qui stimule la croissance faciale. Quand tout ça, ça se passe bien et qu'on n'a pas d'autres facteurs génétiques et d'autres facteurs de risque, normalement, on se protège des obstructions en permettant à la boîte osseuse des enfants de grandir correctement.
C'est vrai qu'on insiste beaucoup sur l'importance de ne pas banaliser dans la population générale beaucoup de choses. Le ronflement en fait partie. Dans l'ensemble des dessins animés, c'est souvent le signe d'un sommeil profond. Je regardais Bonne nuit les petits déjà à l'époque. L'ours dans Bonne nuit les petits, il ronfle et c'est mignon, c'est comme papa. Il y a vraiment cette notion, et même pour les parents, hein, souvent s'ils ronflent, bah oui mais ils ronflent comme papa ou pas plus que papa. Donc je pense que ça c'est un message clé. Ronfler de façon chronique, c'est jamais anodin, c'est des résistances respiratoires et c'est le premier pas dans un cercle vicieux qui peut aboutir à un syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Et en amont de ça, la deuxième chose, c'est le premier pas vers ces résistances respiratoires, c'est vraiment la chronicité, quand l'habitude devient de respirer par la bouche. Donc je pense que c'est important aussi de le dire. Dans la plupart des pubs pour enfants, les enfants sont bouche ouverte. On banalise cette position de bouche ouverte qui est ou pas associée à une vraie respiration par la bouche, mais déjà, cette habitude de bouche ouverte va avoir des conséquences. La langue est en bas, moins de croissance la journée, et la nuit, plus de facilité à avoir une obstruction par recul de la mâchoire et de la langue. Et puis même plus tard, la bouche ouverte, c'est quelque chose de sexy chez les adultes. Donc on a vraiment cette conscience-là collective d'une normalité. Et je pense que effectivement, c'est un des premiers messages clés sur lesquels insister pour que les parents et les enfants puissent aussi changer leur comportement en prenant conscience.